Bonjour Boliem. Bonjour Rachid. Alors, on va s'intéresser à la publication des chiffres de l'emploi par le Haut Commissariat au Plan, l'emploi bien sûr au Maroc. Des chiffres qui interrogent. Et oui, et qui posent aussi la question suivante. Le marché du travail marocain va-t-il vraiment mieux ou cache-t-il encore de profondes fragilités? Selon le desk qui nous répond à travers ces derniers chiffres du HCP, des chiffres qui racontent une certaine reprise avec la création de 193 000 emplois en 2025, soit plus du double de l'année précédente. Et cette dynamique est tirée par les services et le BTP et repose entièrement sur des emplois rémunérés, signe d'une formalisation progressive du marché. Mais la reprise est inégale. L'agriculture continue de perdre des postes, surtout en milieu rural. Et côté chômage des jeunes, soit des 15-24 ans, il dépasse les 37%. Celui des femmes aussi progresse et le chômage de longue durée augmente avec près de 2/3 des chômeurs sans emploi depuis près d'un an. Une réalité qui pose la question de l'insertion durable, pas seulement de la création brute d'emplois. Et à ces déséquilibres s'ajoutent de fortes fractures territoriales. H24 Info souligne que 5 régions concentrent plus de 72% de la population active. Casablanca Stade arrive largement en tête, suivi de Rabat, Salé, Kenitra, Marrakech, Safi, puis Fès, Meknes et Tanger, Tétouan, Al-Hoceima. Mais paradoxalement, elle concentre aussi l'essentiel du chômage. A l'inverse, certaines zones affichent des taux d'activité faibles, révélant un marché du travail à plusieurs vitesses où l'accès à l'emploi dépend aussi fortement du territoire. Et autre mutation silencieuse, l'impact de la technologie. Le Matin donne la parole à Youssef El Hamel, fondateur de stagiaire.ma, qui alerte sur une baisse de 20% des opportunités de stage et des premières embauches. En cause, l'automatisation et l'intelligence artificielle qui remplacent des tâches autrefois confiées aux juniors. Résultat, l'entrée sur le marché du travail devient plus difficile pour les jeunes diplômés, alors même que le stage reste une étape clé de la transmission des compétences. Et derrière les chiffres de l'emploi, une autre question se pose: comment créer des emplois qui résistent aux mutations du monde du travail? C'est là qu'intervient l'angle développé par l'opinion sur l'éducation numérique. Le média revient sur le renforcement du partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et Samsung Electronics à travers le programme Samsung Innovation Campus. Objectif: former dès aujourd'hui aux compétences de demain, notamment en programmation et en intelligence artificielle. À ce jour, plus de 261 enseignants ont été certifiés et des milliers d'élèves ont été initiés aux outils numériques à travers tout le royaume. Une tentative de réponse structurelle à un marché du travail en pleine transformation où l'adaptation des élèves comme des professeurs semble plus que nécessaire. Sur le continent, ou encore sur le continent, la course mondiale aux minerais critiques s'accélère apparemment. Oui. Cuivre, cobalt, lithium, graphite, les minerais africains sont devenus des ressources stratégiques mondiales au cœur de la transition énergétique, de la souveraineté industrielle et des rivalités également. Et oui, l'Afrique s'impose désormais comme le terrain central de cette course aux minerais critiques. Jeune Afrique nous précise que cette recomposition se joue notamment dans la Copper Belt, vaste région minière à cheval entre la Zambie et la RDC. Historiquement, elle était dédiée au cuivre. Elle concentre aujourd'hui des minerais devenus, on l'a dit, indispensables aux batteries, aux énergies renouvelables et aux technologies stratégiques. Et c'est là que s'illustre le retour des États-Unis avec l'arrivée de Cobalt Metals, une junior américaine qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, mais surtout sur le soutien de Washington pour sécuriser l'accès à ces fameuses ressources. Mais derrière cette ruée, une question centrale demeure: à qui capte réellement la valeur de ces minerais, de cette industrie? Et The Conversation rappelle que l'Afrique concentre une part décisive des ressources mondiales, 55% du cobalt, près de 48% du manganèse et plus de 20% du graphite naturel. Pourtant, ces minerais encore majoritairement exportés à l'état brut sont puis réimportés sous une forme de technologie verte encore plus coûteuse. Et selon les auteurs de l'article, une transformation locale permettrait de créer jusque 2,3 millions d'emplois et d'augmenter le PIB africain d'environ 12%. C'est dans ce contexte que le cadre du G20 sur les minéraux critiques plaide pour une valorisation locale, des règles environnementales plus strictes et un investissement massif surtout dans les compétences. Et face à cette
ambition. La Chine, elle, de son côté, conserve toutefois une longueur d'avance. La tribune montre comment Pékin consolide ses positions, notamment au Mozambique. Et oui, fin janvier, une nouvelle usine de transformation de graphite a été inaugurée à Nipepe avec une capacité de 200 000 tonnes par an et un investissement estimé à 200 millions de dollars. Le projet emploie déjà près de 900 personnes et prévoit d'en recruter plus de 2000 à terme. Et pour Maputo, il s'agit d'un pas vers la transformation locale et pour la Chine d'un maillon supplémentaire dans la maîtrise mondiale des chaînes de graphite dont elle contrôle déjà près de 80% de la production et de la transformation. Et cette compétition s'intensifie surtout en RDC. Selon AGFI, le géant suisse Glencore envisage de céder 40% de ses actifs de cuivre et de cobalt à un consortium soutenu par les États-Unis pour un montant avoisinant 9 milliards de dollars. Une opération qui illustre la volonté de Washington de reprendre pied dans un secteur longtemps dominé par, on l'a dit, les entreprises chinoises et aussi de faire de l'Afrique un pilier de sa sécurité économique. La presse se demande aussi, et c'est une autre question presque philosophique, jusqu'où ira la folie de l'intelligence artificielle ? Où ira la démesure, Rachid? Et selon Courrier International, Elon Musk s'apprête à franchir un nouveau cap en annonçant le rachat de xAI, sa société d'intelligence artificielle et maison mère du réseau social X par SpaceX. Et derrière cette fusion, une ambition spectaculaire, développer des data centers dédiés à l'IA dans l'espace, alimentés par l'énergie solaire. Et oui, on parlait de démesure. Elon Musk affirme que d'ici 2 ou 3 ans, l'orbite pourrait devenir l'endroit le moins cher pour produire la puissance de calcul nécessaire à une IA, une vision futuriste qui suscite de sérieux doutes. L'article rappelle qu'Elon Musk est coutumier des promesses hors normes. En 2017, il annonçait déjà une mission humaine vers Mars pour 2024, mais la lecture la plus critique est financière. Selon l'article, SpaceX est très rentable, tandis que xAI accumule des pertes et du retard sur la concurrence. Et pour certains analystes, l'opération ressemble avant tout à un renflouement offrant une issue aux investisseurs de xAI à l'approche d'une entrée en bourse de SpaceX. Et pendant que les géants du numérique redessinent les frontières du possible, l'intelligence artificielle franchit aussi des seuils encore plus inattendus. Euronews raconte l'émergence de Moltbook, un réseau social réservé aux bots d'intelligence artificielle où des agents autonomes échangent, débattent et votent entre eux, pendant que les humains, eux, observent. Plus de 1,5 million de bots y seraient déjà inscrits. Fascinant pour certains, mais inquiétant pour d'autres. Et face à cette accélération mondiale, d'autres pays, comme le Maroc, avancent prudemment. Le Matin rappelle toutefois que le pays a posé des bases solides pour son écosystème numérique avec des infrastructures, un cadre réglementaire, un cloud souverain, mais pour l'instant, l'impact économique reste encore limité. La priorité affichée par les autorités est d'éviter une dépendance technologique totale, investir dans les compétences locales et transformer l'IA en levier de souveraineté et de développement plutôt qu'en simple vitrine technologique. Pour conclure, entre la démesure des ambitions globales et la recherche d'un équilibre national, une question demeure. L'IA est-elle encore un outil ou est-elle en train de devenir un système qui s'auto-alimente au-delà du contrôle humain ? Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 février 2026. Quel autre 4 février avez-vous retenu dans l'histoire ? Alors je vous emmène au 4 février 1945 où s'ouvre sur les bords de la mer Noire la conférence de Yalta. Pendant une semaine, les dirigeants des 3 grandes puissances alliées représentées par Churchill, Roosevelt et Staline se réunissent pour coordonner la fin de la Seconde Guerre mondiale et penser l'ordre international à venir. Et à ce moment-là, la défaite de l'Allemagne nazie est imminente. Les discussions portent déjà sur l'après-guerre. Le sort de l'Allemagne redessiné en zone d'occupation, le déplacement des frontières de la Pologne, l'entrée de l'URSS dans la guerre contre le Japon et la création d'une organisation internationale chargée de préserver la paix, et oui, la future Organisation des Nations Unies. Et avec le recul, la conférence de Yalta apparaît comme un moment charnière, l'alliance contre le nazisme tient encore, mais les lignes de fracture sont déjà visibles, et oui, le 4 février 1945, c'est une date pour comprendre comment, avant même la fin de la guerre, se dessinait le monde d'après, celui de la guerre froide. Effectivement, vous évoquiez l'ONU qui lutte actuellement pour sa survie. Merci beaucoup, Maryam Kokai.